Destination Île de Ré, bonjour à tous, c'est le début de la semaine et en ce lundi matin nous allons parler des sports, alors je sais pas si on doit dire aquatiques ou des sports à base de voile. Guillaume Barny, bonjour. Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Ça va très bien, super, bon. excellent sur l'île de Ré. Alors nous avons deux invités, bien évidemment vous pouvez suivre cette émission en vidéo sur île-de-ré.com ou laradio.fr et les applications qui sont dédiées à cela. De nombreux cadeaux sont à gagner, vous envoyez Naradio au 72 800, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est un couple que nous accueillons aujourd'hui, Guillaume. Eh oui, effectivement. Alors, un couple qui fait des activités sur la mer, et tant mieux, parce que l'île de Ré, c'est aussi ça. Alors, la semaine dernière, on a pu rencontrer des acteurs du tourisme sur l'île de Ré qui étaient sur le volet, qui étaient sur plusieurs activités, sur la trottinette aussi, rappelle-toi Nicolas, hein, oui, tu as eu des frissons hein, avec la trottinette tout-terrain. Et là, ce sont deux activités qui sont très pratiquées. Je suis très content de les recevoir aujourd'hui parce qu'ils vont pouvoir nous expliquer en quoi l'île de Ré, c'est un spot de surf, en quoi c'est un spot de kitesurf. Donc on va passer un bon moment avec eux. Alors, on va commencer avec Marie qui est là, Hugo aussi. Non, on donnera le micro à Marie tout à l'heure, mais juste... est-ce que, d'abord bonjour, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre le surf et le kitesurf? Parce qu'il n'y a pas que des initiés, il y a aussi des gens qui sont comme moi et qui n'y connaissent absolument rien. Bien sûr. Alors le surf, c'est un peu le sport de base, on va dire, de glisse, hein. C'est un peu la source, juste après le skate. C'est juste une planche et on va glisser sur les vagues et essayer de les lire de la meilleure manière possible. Le kite, il y a une autre dimension, c'est le vent qu'on va utiliser avec un gros cerf-volant qui va nous permettre d'être tracté sur l'eau. Donc on peut surfer, on peut faire du freestyle, monter à 10 voire à 10 mètres de haut. Voilà, toutes les disciplines sont possibles. Et donc voilà, c'est deux sports bien différents. Hyper complémentaire sur l'île de Ré parce que on a toutes les conditions. On a du vent quand il n'y a pas de vagues, parfois on a les deux, parfois on n'a pas de vent et des vagues. Donc voilà, pratiquer les deux, ça nous permet d'être vraiment polyvalent et de pouvoir exploiter toutes les conditions que nous offre l'île de Ré. Mais Hugo, quand on est bon dans une discipline, on est forcément bon dans l'autre? Ça dépend des gens, ouais, mais en tout cas... Quoi, de souplesse, de force musculaire, de lecture des vagues, du vent, ça dépend de quoi? C'est vraiment une question de travail, de motivation. On peut débuter. Alors évidemment, selon l'âge auquel on va commencer ces sports-là, il ne faut pas s'attendre à être un grand champion en commençant hyper tard, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est des sports techniques, mais on peut vraiment prendre du plaisir. Moi j'ai commencé le surf il y a quelques mois, Nicolas, quand même te préciser. Mais oui, voilà. Et j'espère être un grand champion un jour. Bah écoute, peut-être qu'en sur l'île de Ré. En catégorie vétéran, on s'en sortira peut-être un jour. Merci pour le mot vétéran, ça fait toujours plaisir. Non mais voilà, le principal dans ces sports-là, c'est évidemment de prendre du plaisir et de pouvoir profiter des conditions que nous offre l'île de Ré toute l'année. Parce qu'on navigue et on surfe même en hiver. Alors, la particularité de ce territoire, c'est que finalement, on a pas mal de bons champions dans ces disciplines qui sont assez méconnues, finalement, du grand public au moins. Oui, Hugo disait quelque chose de très important, là, c'est qu'on peut pratiquer ces activités toute l'année. Et ça, c'est intéressant encore. Hein. Tu as vu, Nicolas, que nos invités, on les sélectionne sur souvent des personnes qui sont de l'île de Ré ou qui veulent faire des activités à l'année. Mais là, Hugo va nous en dire plus, parce que toi, ton sport de prédilection, ça reste quand même le kite. Hein, où tu atteins des niveaux quand même qui sont relativement élevés. Il y a une vraie différence avec le surf hein, quand même, hein, sur la pratique et ce que ça peut demander. Alors peut-être qu'on peut aller plus loin sur le kite, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sport? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est complètement différent. C'est un sport donc tracté par le vent, qui est vraiment en 3 dimensions. Il y a plein de disciplines. Donc il y a la base, ça va être un peu le freeride où on va se servir de l'aile pour monter très haut, faire des figures très fluides. On va pouvoir enlever la planche, faire donc ce qu'on appelle des no-foot ou board-off. Voilà. Et ensuite on va avoir la vague. Donc là on change juste la planche, on garde le même cerf-volant à chaque fois. On va prendre une planche de surf et on va pouvoir surfer les vagues comme un surfeur, mais avec un remonte-pente. Au lieu de ramer, on repasse la barre avec le kite. Tu veux dire, Hugo, que c'est moins physique que le surf? Ce qui laisse transparaître en tout cas. Hein. Ouais, je pense que c'est moins physique que le surf. Ouais, j'en suis même sûr. Ça vient de France.
Ça vient de France, ça a été inventé, il me semble, par les frères Le Guignou, des deux Bretons. Et ensuite, le brevet a été déposé, comme d'habitude, par les Ricains. Excuse-moi Nicolas, aujourd'hui tu penses qu'il y a plus de kites que de planches à voile? C'est vrai, quand on arrive comme ça sur l'île de Ré et tous les touristes se rendent compte quand ils découvrent l'île de Ré pour la première fois, tu as tout de suite un spot de kite sur la droite en descendant, et on a toujours plus l'impression aujourd'hui qu'il y a plus de kites que de planches à voile. Oui, alors je pense que c'est parce que c'est bien plus visible. On prend beaucoup plus de place. On a une aile qui vole à entre 21 et 28 mètres de haut. Donc la fenêtre de vol est hyper grande, donc ça se voit de super loin. La planche et le kite, voilà, c'est deux sports, on va dire, extrêmes, corps, des activités nautiques. Il faut... Voilà, c'est pratiqué. En tout cas, je sais qu'il y a plus de clubs de planche à voile. Et il y a une relève très forte en planche à voile, je trouve. En kite, c'est un peu plus compliqué. Alors, bien évidemment, on parle de sport, mais on parle du magnifique territoire par vos intermédiaires. Il y a ta femme qui est juste à notre gauche quand même. Marie, tu pratiques les deux disciplines? Alors oui, moi je pratique et le surf et le kite. Le kite juste en loisir quand je suis disponible. Après le surf, c'est mon activité de base. Voilà, c'est mon métier aussi que d'enseigner le surf. Donc voilà, c'est mon activité principale, c'est le surf. Oui Nicolas, oui pardon, excuse-moi, j'étais totalement ailleurs. Oui, alors Marie, la particularité quand même, c'est qu'elle a coaché des salariés de Destination Île de Ré, parce que une dizaine d'entre nous sommes mis au surf, oui, avec joie. Alors sur le surf, moi j'étais étonné parce que au final c'est un sport qui est accessible à beaucoup de monde. Et on dirait pas comme ça, parce qu'on pense qu'il faut quand même avoir un bagage technique d'entrée et puis un bagage sportif. Alors je suis étonné de deux choses avec le surf. D'une, c'est que c'est plutôt accessible à tout le monde, et deux, c'est très sportif quand même, et ça chauffe au niveau des bras, quoi. Hein. En fait, oui, nous on fait surfer de toutes les générations. On fait surfer aussi des personnes qui sont en situation de handicap. En fait, n'importe qui peut faire du surf. Le surf, en fait, la définition de base, c'est une activité de glisse sur les vagues, en fait. Donc, qu'on soit debout, allongé ou autre, parce qu'il y a plusieurs disciplines dans le surf également. Hein. Donc, il y a le bodyboard, qui est une petite planche où on reste allongé. Voilà, il y a plein d'autres disciplines. Mais le surf, voilà, le but, c'est vraiment de passer un moment dans les vagues, de s'amuser en dehors, voilà, des grands professionnels qui font des figures, etc. Mais c'est. Vous n'avez pas peur que votre discipline manque de visibilité auprès du grand public? Vous disiez tout à l'heure, tous les deux, qu'il y avait plusieurs disciplines dans la discipline. Quand on n'est pas du milieu, c'est un peu difficile quand même de s'y retrouver. En fait, chacun y trouve un peu chaussure à son pied, si je peux dire. En fait, c'est tout simple, c'est que voilà, les personnes qui vont s'initier, en général, le surf, on commence par le surf, donc avec une planche, on se met debout dessus. Et après, c'est au choix de chacun de dériver vers la discipline qui lui convient le plus après. Alors pour les femmes, est-ce que c'est plus difficile? Il n'y a pas de misogynie dans le propos et dans la question, mais est-ce que c'est un sport plus difficile que pour les hommes, ou au contraire, au final, on ne voit pas trop la différence? Alors je dirais qu'il y a quelques années peut-être, parce que c'est vrai que c'était pas forcément, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'eau. Maintenant, l'activité se démocratise énormément, hein, même au niveau du public en général. À l'époque, c'était beaucoup des sportifs, il y avait beaucoup c'était des jeunes hommes. Il y avait quelques femmes quand même à l'époque aussi. Hein. Et puis plus on a avancé, plus l'activité s'est démocratisée, plus elle s'est ouverte au public tout simplement, et plus naturellement beaucoup de femmes s'y sont mis en fait. Nous, sur le club à l'année, par exemple, on a quasiment autant de femmes que d'hommes. Donc sur quasiment 300 licenciés. 300 licenciés, c'est ça, au club. On va avoir au moins 150 femmes inscrites. Et vous les trouvez où? Sur l'île de Ré, sur La Rochelle, en fait, c'est vraiment des gens du coin, tout simplement. Guillaume? Oui, alors c'est intéressant. On a pour le coup à Destination Île de Ré une petite expérience avec le club de surf à Grosjean. Et c'est intéressant parce que, alors, bon, c'est pas parce que Marie est présente aujourd'hui, mais ils sont tous sympas déjà. Hein, ils sont tous très sympas, tous les profs qu'on a pu avoir. C'est intéressant parce que c'est une activité qu'on peut pratiquer pendant les vacances, mais c'est aussi une activité qu'on peut pratiquer toute l'année. Alors, il y a des gens qui viennent d'un peu loin, j'imagine, hein, pour faire des cours de surf à Grosjean. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie? Alors, sur le club à l'année, oui, on a des personnes qui viennent, moi le jeudi, j'ai des personnes qui viennent de Niort.
Donc, qui prennent leur pause entre midi et 2 et qui viennent de Niort pour faire leur cours de surf. Pour eux, c'est très important qu'il y ait des vagues, qu'il n'y en ait pas, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, peu importe. Je crois que la motivation principale, tu me dis si je me trompe Guillaume, mais c'est vraiment de passer un bon moment dans l'eau. Et en fait, l'activité fait qu'on se décharge bien, que voilà, on sort, on est fatigué, mais on est content d'avoir passé un moment dans l'eau. En fait, on oublie un peu tout ce qui se passe autour. On n'a qu'un seul objectif, c'est de prendre une vague et de se mettre debout sur sa planche. Et ça permet vraiment aux gens d'enlever tout leur tracas quotidien et on sort de l'eau, même si on n'a pas fait des prouesses techniques incroyables, on est heureux, quoi. Les gens sortent avec le sourire. Alors quand on part de zéro, comme ça pourrait être le cas de certaines personnes, voilà, je pense à moi. On met combien de temps pour commencer à surfer convenablement ? Alors ça dépend effectivement d'une pratique, si vous avez une pratique physique régulière ou pas. Mais en gros, je dirais en général, majoritairement, en un cours de 2 heures, à la fin du cours, tu peux espérer mettre les 2 pieds sur la planche. C'est plutôt long. Rapide. Non, Ah bon moi je trouve ça En très tout cas, tu rapide. peux prendre du 2 plaisir heures pour mettre dès 2 le pieds premier cours. sur une planche. En fait, on prend du plaisir dès l'instant même allongé sur la planche, dès l'instant où on prend une vague. En fait, la sensation de vitesse nous donne du plaisir. Donc voilà, si on se débrouille pas trop mal à la fin du cours, on a les 2 pieds dessus. Je dirais, le mieux c'est de faire une semaine de stage et en une semaine de stage, on apprend à prendre les vagues au large, voilà, à bien se mettre debout, à profiter, à glisser quand même assez longtemps sur les vagues. Donc, Hugo, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon élève ? Moi, je suis pas un bon élève. Mais t'es un bon prof. Je suis pas prof non plus, mais on m'a déjà dit que j'étais un bon pédagogue, donc c'est pas mal de pouvoir associer les deux. Mais pour être un bon élève, je pense qu'il faut vraiment écouter les conseils. Alors je sais que les adultes en général vont plus répondre à de la théorie, la théorie va plus leur parler, et les jeunes, il faut leur montrer. Et ensuite ils vont répéter, ils vont imiter ce qu'on fait. Donc voilà, pour être un bon élève et un bon prof, voilà, il faut être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi. On vous retrouve dans quelques minutes, c'est Destination Île de Ré. Ce matin, nous commençons la semaine avec le surf, mais pas que. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. De retour sur Naradio, c'est Destination Île de Ré. En ce lundi matin, nous parlons de surf avec Marie Desgrottes, Hugo Guias et bien évidemment Guillaume Barny qui va m'accompagner durant tout cet été pour vous faire découvrir ce territoire, notre aussi beau territoire qu'est l'île de Ré. Destination Île de Ré, c'est certes le nom des 10 bureaux, des 10 offices, non des 10 bureaux on va dire, sinon ça va mal finir pour moi. 10 bureaux d'accueil. Des 10 bureaux d'accueil, mais voilà, c'est aussi le nom de cette émission en partenariat avec cette belle structure que tu diriges. Marie, Hugo, on parlait, sans trop rentrer dans la technicité, mais des atouts qu'il fallait avoir pour pratiquer vos sports. Comment ça se passe ? Je veux venir sur 2-3 jours l'été, par exemple, c'est possible ? oui, bien sûr, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer le calendrier ou les ateliers que vous proposez ? Alors nous sur l'école de surf en été, donc c'est principalement des stages quand même à la semaine en fait. Donc les personnes s'inscrivent, elles font du lundi au vendredi. Les horaires de cours sont en fonction des horaires des marées évidemment, parce que nous sur l'île de Ré, il y a un marnage quand même assez important et à marée basse on va avoir beaucoup de rochers, donc c'est très difficile de donner des cours sur la marée basse. Donc, oui. On va avoir plutôt des cours aux alentours de la marée haute, donc ça varie effectivement tous les jours et toutes les semaines. Donc ça c'est l'avantage, on est lié avec la nature. Et voilà, dès le lundi, donc c'est des cours de 2 heures avec 1h30 dans l'eau, on fournit tout le matériel. Et il y a des super spots quand même à l'île de Ré ? On a des très bons spots, on n'a rien du tout à envier au reste de la France. Donc à nous, le spot pour les cours de surf, et donc c'est plage de Grosjean au Bois-Plage, mais on en a également aussi plage du Lysée aux Portes l'été. Pourquoi ces plages-là ? Parce que c'est des plages de sable en fait principalement, il y a très peu de rochers, ce sont des vagues qui sont accessibles à tout le monde. Donc voilà, c'est parfait pour apprendre en tout cas. Et après nous on a d'autres spots pour nous confirmer. On va pas surfer exactement sur les mêmes spots que les débutants. Guillaume. Oui, alors il y a beaucoup d'activités nautiques sur l'île de Ré, et fort heureusement. Alors on a parlé du kite, on parle du surf, on peut y rajouter la voile, on peut y rajouter la planche à voile, on peut même y rajouter quelquefois les pêcheurs aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de
concurrence entre toutes ces activités. Je pense qu'il faut aussi rassurer un peu les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est qu'on arrive tous à trouver un petit peu sa vague, à trouver son terrain de jeu, et on n'est pas forcément toujours en percussion avec les activités. Vous nous en dire un peu plus là-dessus? Alors même pas du tout. Enfin, nous c'est vrai que sur la plage, je parle de la plage de Grosjean que je connais le mieux. C'est vrai que nous, l'école de surf, on a notre zone, l'école de voile a son chenal. Après le kitesurf, c'est encore sur d'autres plages. Il y a toutes les écoles de voile aussi tous les clubs de voile qu'il y a sur plutôt la partie nord de l'île. Je dirais la Flotte, Saint-Martin, la Couarde, les différents villages. Donc chacun en fait a son espace de vie et les uns n'empiètent pas sur les autres et tout se passe très bien. Finalement, vos disciplines sont en parfaite complémentarité avec la stratégie que vous pouvez avoir notamment à destination Île de Ré, Guillaume. Oui, complètement. Il y a un côté sportif qu'on aime bien, forcément, parce qu'on veut le montrer aussi. L'Île de Ré, c'est pas que de la villégiature, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est important de le rappeler. Ce n'est pas uniquement se faire bronzer, faire du vélo, aller à la plage, c'est aussi toutes ces activités. C'est une Île de Ré dynamique. Et puis c'est une Île de Ré des activités qui respectent la nature. Et comme on dit, on ne peut pas lutter contre les vagues, on peut apprendre à surfer dessus, et c'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est des activités qu'on aime mettre en avant. Et encore une fois, assez accessible. Alors, côté surf, oui, je peux le dire. Côté kitesurf, j'ai jamais pratiqué. Peut-être, Hugo, un mot sur le kite. En combien de cours et de leçons on peut être autonome sur la pratique du kite? Alors, pareil que pour le surf, ça dépend vraiment de la condition physique, si on fait une activité physique à l'année ou pas. Si on est doué ou pas doué, je suis désolé de le dire, mais c'est un petit peu ça. Il y a deux choses. Il y a la pratique du cerf-volant, donc apprendre à piloter une aile de kite. Voilà, ça s'invente pas, il faut prendre des cours. La sécurité. Et ensuite, bien manier sa planche, comprendre comment ça marche. On a tous un côté avec lequel on est plus à l'aise. Donc on est soit goofy, soit régular, pied droit ou pied gauche devant. En kite, il faut savoir aller des deux côtés. Donc c'est un petit peu ça la difficulté. Mais en gros, en une semaine, 3 jours, une semaine, on peut arriver à être autonome. Voilà. Après, je conseille à tous les gens de prendre des cours hors saison. Il y aura moins de monde dans l'école et du coup le cours sera, je pense, de meilleure qualité. Au final, vous êtes en parfaite complémentarité. Effectivement, on le parlait avec la politique que mène Destination Île de Ré, mais avec le territoire. Il y a le côté où on tente d'appréhender la nature, le côté où on tente de la préserver, et vous, finalement, vous jouez. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout faire avec la nature ici, Guillaume ? Alors, tout faire avec la nature, non. Il faut avant tout la respecter, c'est-à-dire que s'il s'agit à un moment donné d'avoir une activité qui peut justement dénaturer l'île de Ré, on dit non, tout simplement. Encore une fois, l'idée c'est pas de faire de la quantité, c'est pas de faire de la masse, mais plutôt de faire la qualité et respecter l'île avant tout. Et là, encore une fois, oui, il y a deux activités qui respectent la nature. Alors c'est pas une question d'élitisme, c'est plutôt une question de. C'est ce que certains disent, notamment sur le continent. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Oui, ça peut être perçu comme ça. Alors c'est vrai que. Déjà, il y a l'écotaxe à payer lorsqu'on franchit l'île de Ré. Et lorsqu'on explique aux touristes et à nos visiteurs qui peuvent venir pour la première fois qu'en fait, au final, ils vont payer une écotaxe qui va nous permettre de protéger l'île de Ré, c'est déjà beaucoup plus compris. Voilà. Donc, c'est plus une histoire de choix. Encore une fois, on peut se comparer avec d'autres destinations touristiques en France et au bord de la mer, qu'on fait le choix d'être standardisé quelque part. Nous, c'est pas le choix de l'île de Ré, et depuis des années. Et c'est ce qui fait que c'est une île qui rencontre un grand succès. Quelle est votre vision de l'île de Ré ? Comment vous la rêvez ? Comment vous l'imaginez à l'avenir, Hugo ? À l'avenir, je sais pas, j'ai pas trop envie qu'elle change. Je vous avoue que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il y ait trop de monde l'été. Mais moi je suis pas d'accord avec ces choses-là parce que l'hiver on est vraiment sur une île très calme. Et puis, au contraire, l'été, il y a du monde qui arrive, ça revit. On a vraiment une variété de sensations sur l'île de Ré. Un climat qui est hyper agréable et qui va changer avec les saisons. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer pour garder ce petit coin de paradis. Il y a aussi ce vrai côté de promotion que vous travaillez. On sait que vous bossez pour quelques médias. Vous avez été
on peut dire un champion de votre discipline. Maintenant, vous bossez pour des chaînes de télévision. Qu'est-ce que vous faites? Vous tentez de promouvoir cette île de Ré avec les moyens qui sont les vôtres, avec justement ces films, ces différents reportages? Bien sûr, je pense que quand on vit sur l'île de Ré, on est un petit peu marqué au fer rouge. On a envie de représenter sa maison. Je me rappelle sur le Tour Pro, on disait Hugo Guillas from Île de Ré et pas de français. Donc voilà, ça montre bien que je suis hyper attaché. Mais d'ailleurs, comme les autres sportifs, hein, Antoine Albo, hein, j'ai pas besoin de présenter, il est hyper attaché à l'île de Ré. On est tous hyper fiers d'être rétais, et donc à chaque fois dans nos vidéos, dans nos photos, on va essayer de mettre notre territoire en avant en taguant Destination Île de Ré, les offices du tourisme, etc. C'est sûr que c'est une fierté pour nous. Ouais. Il faut quand même, faut que je le rappelle, ce sont les bureaux de Destination Île de Ré. On ne dit plus office du tourisme, sinon... On dit office de tourisme pour Destination Île de Ré. Il y a un office de tourisme et 10 bureaux d'accueil. Voilà. Mais je suis persuadé qu'arriver... Voilà, d'ici le 31 août, on y arrivera, Nicolas. Hein. Marie, même question. On fait quelques tournages au sein du club de surf pour tenter de promouvoir l'île ou le club ou l'activité? Alors nous, non, très peu au niveau des médias, etc. On ne fait pas vraiment de films ni autres. On va plutôt le promouvoir à travers nos compétiteurs, en fait, de nos jeunes sportifs qui se déplacent en fait sur le territoire français, notamment surtout en Nouvelle-Aquitaine, en fait, puisqu'on fait partie de cette nouvelle région, et donc qui vont faire des compétitions un petit peu partout le long de la côte, et voilà, ils sont licenciés au Surf Club Rété, donc sur l'île de Ré. Donc c'est comme ça que nous on promouvoit notre... Alors on le sait tous, c'est un territoire enclavé. Bon, vous le disiez tout à l'heure, vous vous ouvrez un peu sur La Rochelle, un peu sur Nyon, mais comment faites-vous pour recruter de nouveaux adhérents? Alors nous sur le Surf Club, c'est vrai qu'on est assez... on est content parce qu'on est assez victime de notre succès, tout simplement. Donc vous ne faites rien, ça arrive tout seul? C'est un peu ça, vu le sourire. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est le vrai bouche à oreille, tout oui, simplement. Le bouche à oreille. On a des générations aussi. Ouais. Donc on a eu. Il n'y a qu'un club de surf sur l'île de Ré? Oui, il n'y a qu'une association. Ouais. Il n'y a qu'un club. Ouais. Donc déjà, ça y fait. Bah oui. Donc ça, c'est vraiment la partie à l'année. Après, sur les écoles, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 3, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça après, c'est la masse touristique qui fait que... voilà. Et faire une sorte de sport-études, alors je crois que la dénomination a changé maintenant, mais le volley fait quelque chose déjà. Est-ce qu'on pourrait l'envisager avec le surf? Alors nous, on a déjà une partie avec le collège de Saint-Martin, donc c'est une option sport nautique. Donc les jeunes de 5e, 4e, 3e qui sont sélectionnés font une activité à l'année où ils font surf, planche à voile et natation. Donc on a déjà cette première partie-là, et là nous travaillons avec des lycées de La Rochelle ou des collèges pour effectivement créer une section sportive. Guillaume? Oui, c'est intéressant, encore une fois, on valorise le collège, hein. On l'a vu la semaine dernière avec le beach, qui va avoir une section aussi, le surf, donc c'est bien pour notre collège et c'est bien aussi pour fixer les jeunes avec une activité. Alors c'est vrai que même s'il n'y a qu'un club de surf à l'année, il y a un panel d'activités à réaliser, et je pense qu'aussi si le surf rencontre du succès, on est dans le côté addictif, hein. Enfin, moi pour l'avoir vécu, quand on a pris une vague, on a tout de suite envie d'y retourner. Et puis il y a le bouche à oreille encore, c'est un club qui est très sympa, avec des profs très sympas. Et on repart, quoi qu'il arrive, avec un sentiment de satisfaction. Voilà. Et avec en plus une bonne fatigue. Hein. Voilà. On peut envisager de voir un jour une grande compétition de surf. Est-ce que le cadre est suffisant? La difficulté, c'est que bon, malgré qu'on ait quand même des très bonnes vagues, etc. sur l'île de Ré, il manque un petit peu de régularité. Donc c'est difficile d'organiser une compétition nationale, en tout cas sur la discipline même du surf. À l'époque, on a organisé un événement qui a duré pendant 10 ans, qui s'appelait le Surf and Skate Contest, qui était une compétition ouverte à tous, en fait, où il y avait du surf, du skate, et après on avait rajouté le kite et le stand-up paddle. Et voilà, mais c'était plutôt une compétition conviviale, c'était pas vraiment une compétition nationale. Et depuis maintenant, on organise plutôt une compétition de stand-up paddle. Donc le stand-up paddle, c'est une activité qui fait partie du surf. Donc on est debout sur une planche avec une pagaie. Et il y a 2 disciplines, il y a soit dans les vagues, soit en race. Ce qu'on appelle en race, c'est... je pourrais dire de la balade entre guillemets, donc, sauf que là on touche des sportifs, et donc on organise vraiment là on organise une Coupe de France tous les ans là, depuis 5 ans,
qui se fait en général entre deux villages. Donc là, le parcours qu'on a fait principalement, c'était entre Loie et Rivedoux. Et en fait, les sportifs faisaient les 15 km qui séparent les deux villages à la rame. Et là, ça comptait pour le classement fédéral et donc les championnats de France. On va se retrouver dans un instant sur Renard Radio, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble avec Marie, Hugo et Guillaume jusqu'à midi. A tout de suite. De retour en ce lundi où nous parlons de surf, de windsurf avec Guillaume Barny, Hugo Guillas, Marie Desgrottes qui sont nos invités. Hugo, on va laisser la parole à Hugo. Marie, il n'y a pas de problème de ce côté-là? Tout va bien. Bon, on va éviter les disputes de couple. Tu sais, il faut toujours se méfier, Guillaume. Je vois que tu as raison. Et moi, j'aurais donné d'abord la parole à Marie. Mais bon, comme tu veux, Nicolas. Hein. Il est pour la paix des ménages. Hugo, on parlait du côté promotionnel avec les médias, etc. On évoquera l'objet que tu nous as amené dans quelques minutes. Mais grosso modo, est-ce que tu peux nous rappeler quel type d'outils il faut pour pratiquer le windsurf? Le kitesurf. Le kitesurf, pardon. Merci. Mais il y en a tellement. Non, mais il y en a tellement. Alors, il faut deux choses principales qui sont le kite, donc c'est le grand cerf-volant, et la planche qui ressemble un peu à une planche de wakeboard, où là encore un sport différent, ça va être compliqué. Et ensuite, il faut évidemment une combi si l'eau est froide, un harnais qui va nous permettre d'être accroché à la voile, et c'est tout. Mais ça coûte cher, tout ça. C'est pas donné maintenant, il y a des marques comme Takun, désolé, je fais un peu de pub, hein, C'est pas grave. qui aujourd'hui vendent en direct, donc plus d'intermédiaires, et ça permet d'avoir des prix hyper attractifs. C'est un peu le Du moins décathlon plus de la attractif. discipline. C'est pas du tout le Décathlon, parce que Décathlon, c'est une grande entreprise qui va travailler sur les matériaux pour réduire les coûts. Là, on garde les mêmes matériaux, qui à la base sont des matériaux haut de Mais gamme. c'est un circuit court qui fait que vous économisez. Exactement. Et du coup, comment ça se passe? Vous avez tout cela sur, par exemple, sur 1 an, 2 ans pour payer pour ceux qui n'ont pas d'argent ou enfin comment Non, ça se alors passe il y a un système qui ressemble un peu au système Tupperware un peu plus simple. En gros, si jamais tu veux une aile de kite, je vais te donner mon numéro de parrain. Tu vas rentrer ce numéro de parrain sur le site, tu vas bénéficier de la réduction, donc qui est quand même de moins 50% du prix Ce qui est public pas indéniable, conseillé. Et ensuite, moi, je vais toucher 10% de ce que tu as commandé en avoir sur le site. Et du coup, après, il n'y a plus que les cours qui deviennent entre guillemets onéreux. C'est 130 Voilà, € pour 3 heures, c'est ça? C'est 130 € les 3 heures. Mais c'est vraiment indispensable de prendre des cours, au moins pour apprendre les bases de la sécurité. Et il faut combien d'heures de cours? Pour la sécu? Pour la sécu, Une séance de 3 heures, ça suffit? Une séance suffit. Après, pour être autonome, le décollage sur la plage, l'atterrissage, apprendre à évaluer le risque qu'il y a sur la plage pour pas se mettre dedans. C'est quand même, ça reste de la voile, on joue avec le vent, on joue avec les éléments, c'est assez puissant. Donc il faut quand même essayer d'y aller à tâtons pour comprendre comment tout fonctionne. Et voilà, donc les cours sont vraiment indispensables. On peut commencer à quel âge? Je me rappelle plutôt, c'est surtout une histoire de poids en kite. Parce que l'aile, c'est quand même un instrument qui tire assez fort. Je crois que c'est dans les 45-50 kilos. 40 kilos, ouais. Marie, c'est pareil au surf, on peut commencer à partir de 40-50 kilos ou il y a une catégorie d'âge en revanche? Non, le surf, on peut commencer dès l'instant où on sait nager en fait. Donc il n'y a pas d'âge, donc environ 5-6 ans je dirais. Donc ça c'est vraiment... les petits en fait apprennent au bord de l'eau, donc il n'y a pas de danger particulier. Donc ça c'est l'avantage du surf. Merci. Hugo parlait d'un système de parrainage là qui est plutôt malin pour le coup, hein, dans un monde à mon avis où il y a de la solidarité. On retrouve cette solidarité sur les spots entre kitesurfers, entre surfeurs. Comment ça se passe au niveau de la mentalité entre tout ce monde-là? Alors,
Les spots sont vite surchargés, que ce soit en surf, en kite, en planche à voile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend quand même pas mal de place. Sur les spots de surf, il y a une vague. En général, il y a un pic qui pète toujours au même endroit. Donc ça va être un peu pas la bagarre, mais il y a des règles de priorité et les gens ne les connaissent pas tout le temps. Donc ça peut créer des petqu'il problèmes à l'eau. Dans tous les cas, ce sera toujours un problème ou pas un problème, mais dès qu'il y a en tout cas un souci dans l'eau, on voit une solidarité instantanée. S'il y a quelqu'un qui a un problème, en général, tous les surfeurs, tous les kitesurfers, tous les planchistes vont venir pour aider la personne. Donc là-dessus, c'est sûr qu'on est main dans la main. Moi, je connais quasi tous les kitesurfers de l'île, qu'ils soient jeunes, plus âgés. Ça veut dire, Hugo, quand on est un peu novice sur ces activités, il ne faut pas hésiter à aller à l'eau avec un groupe, bien sûr, un groupe, pour être un peu plus sécurisé sur un éventuel problème qui pourrait arriver, quoi. Et je voudrais revenir sur un point, c'est que les débutants, en tout cas en kite, en surf c'est un peu moins le cas, mais en kite, pour moi les débutants sont prioritaires. Voilà, en voile c'est priorité au plus manœuvrant. Non, pardon, priorité au moins manœuvrant, excusez-moi. Ouais. Donc là c'est pareil, en kite celui qui gère le mieux son aile n'est pas prioritaire. Voilà, même si parfois ça peut être énervant, il faut bien se le rappeler. D'accord. Vous nous avez amené tous les deux un objet, on va le découvrir et bien évidemment si vous nous écoutez dans votre voiture ou à la maison, allez tout de suite sur le site internet naradio.fr ou île-de-ré.com pour voir ce que nous ont apporté Marie et Hugo. On va commencer par Hugo. Alors c'est tiens, donne-moi ton micro. C'est une grande planche avec deux chaussures. Ça ressemble un peu à. Alors là, c'est pareil. Je vais parler de quelque chose que je ne connais pas, mais on dirait une sorte de snow, c'est ça? Alors c'est un kite, une planche de kitesurf. Ça ressemble surtout à une planche de wakeboard. Alors moi, ma spécialité, c'est du carbone. Ouais. Donc c'est tout léger. C'est assez léger après avec les chausses, ça s'alourdit un petit peu. Moi ma spécialité c'est le freestyle, donc j'utilise des chausses de wake dessus pour vraiment avoir plus de puissance. Moi contrairement au freeride, au big air, je vais pas monter très haut, mais par contre je vais faire entre mon pop, c'est-à-dire mon décollage et mon atterrissage, je vais vraiment faire je vais parcourir une grande distance avec mon aile très basse. Donc c'est vraiment c'est un peu la discipline la plus qui ressemble un peu à de la gymnastique, un petit peu la plus violente aussi pour les articulations. C'est pour ça qu'à 30 ans, moi j'ai levé le pied sur les compètes. Donc voilà, c'est une discipline, à la base c'était la discipline maître du kite. Et donc les boots, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Normalement, on a juste des straps. Les boots sont les chaussures. Oui, pardon. Non, les chausses, ouais. Comme en snow, comme en wake. Elles sont très hautes quand même. Hein. Celles-ci sont très basses. Ah d'accord. Pourtant, ça fait une dizaine de centimètres. Et pourquoi ? Pourquoi c'est aussi haut? Parce qu'il y a un risque avec les chevilles, avec les articulations? Alors c'est vraiment pour avoir le plus de bras de levier quand on va venir pousser sur le quart backside, donc le quart des talons, pour avoir énormément de puissance. Et plus c'est haut, plus on va avoir un bras de levier fort. Enfin, moi je suis quand même curieux. D'ailleurs, je vous invite à nous faire une petite vidéo de notre ami Guillaume Barny quand il sera sur les planches pour voir ça, parce que j'avoue que je suis assez admiratif. Hein. Il est bon. Oui, très bien. Il se débrouille très bien. Ah, c'est gentil, Marie. Un novice, c'est pas mal. Alors, toi, tu nous as apporté, Marie, aussi un objet. Alors, on va demander à Hugo de nous le donner. Voilà. Donc, c'est la combi. Non, c'est pas un pyjama. Il faut pas. Donc, c'est une tenue. Voilà, c'est une combinaison. En fait, c'est un peu mon habit de lumière entre guillemets. Je pense que je suis plus souvent en combinaison dans ma vie qu'en vêtements, tout simplement. Donc voilà, c'est un objet c'est indispensable chez nous, hein, même si l'île de Ré, une eau qui approche les 21 degrés peut-être l'été, qui est paradisiaque. C'est quoi la matière ? Alors c'est du néoprène. On n'est pas mouillé quand on... Alors
Si, il y a un petit peu d'eau qui rentre à l'intérieur, c'est justement le principe qui nous permet en fait de maintenir au chaud. Il y a différentes épaisseurs en fonction des saisons. Donc l'été, on va avoir des combinaisons plus fines qu'en hiver, évidemment. C'est indispensable par chez nous parce que l'eau n'est pas assez chaude pour rester assez longtemps dans l'eau, en tout cas en maillot de bain. Donc voilà, contrairement à Tahiti, nous utilisons ce petit objet. Guillaume. Alors c'est absolument génial à la combi, Nicolas, toi qui connais bien tous ces sports-là. Alors la combinaison, ça permet de rester longtemps dans l'eau. Alors je crois qu'il y a eu des belles évolutions ces derniers temps quand même, parce que je me souviens, un gamin, tu parlais de Décathlon tout à l'heure pour leur faire un peu de publicité, je me souviens des combinaisons là, mais où l'eau s'infiltrait un petit peu partout et on avait vite froid. Là on tient sur des sessions de 2 heures sans difficulté. Alors là l'été on est passé avec les combis un peu plus courtes maintenant, qui sont tout aussi agréables. Ça veut dire qu'on peut rester dans l'eau sans aucune difficulté, et ça aussi, ça rajoute un petit peu de plaisir à la pratique du surf. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que la technologie évolue à une vitesse grand V dans le sport. Oui. On le voit avec le côté technique des maillots des sportifs, que ce soit au football ou au rugby, où maintenant on peut mettre certains capteurs. Enfin, vous, on voit que pourtant il n'y a pas forcément beaucoup de pognon dans le surf, mais la technologie, vous la suivez, ou c'est elle qui vous suit pour peut-être du coup vous faire vendre ou vous faire acheter des combinaisons idoines, non? Alors oui, après le matériel lui a évolué, surtout au niveau de la qualité des matériaux et de la construction également. Moi je me souviens à l'époque quand j'ai commencé le surf, les combinaisons elles me faisaient des irritations, c'était horrible, je pouvais plus lever les bras. Voilà, c'est vrai qu'elles étaient hyper raides, on avait du mal à bouger dedans. Maintenant c'est hyper élastique, très agréable, on a vraiment l'impression d'être dans un pyjama, donc l'évolution elle est fantastique pour nous, on gagne en confort et du coup forcément si on gagne en confort aussi on gagne en performance dans l'eau, donc non c'est génial. Eh bien merci à tous les deux, on conclut ce lundi de manière très sportive. Alors c'est vrai que sur une chaise on n'a pas fait grand chose, mais on a transpiré à vous écouter parce que franchement vous nous avez donné envie, même pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose comme c'est mon cas. Merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Beaucoup de choses, beaucoup d'activités cet été? Bien sûr, les activités ont déjà commencé, mais voilà, du plaisir sur l'eau, du partage. Et puis ça suffira pour être heureux. Et puis on vous félicite à tous les deux pour l'heureux événement qui va arriver dans quelques temps. Bravo, merci Guillaume, à demain. Merci Nicolas. Demain on va parler hôtellerie avec le Clos Saint-Martin et la Maison Douce. Exactement. On remercie toutes les équipes de Destination Île de Ré pour la préparation de cette émission, pour la logistique, et Jean-Claude Marmier pour la réalisation. N'oubliez pas le podcast, le replay comme on le dit plus communément, île-de-ré.com, naradio.fr. Merci de votre fidélité, à demain mardi.